Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un petit quelque chose, qui est un podcast qui met en lumière les chemins, parfois très originaux, des musiciens qui nous présentent tous à leur tour leur petit quelque chose. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Lydie, qui est flûtiste, mais également c'est une voyageuse au premier sens du terme, mais aussi dans la curiosité qui l'a amenée à étudier en profondeur le rythme, le mouvement, évidemment aussi la pédagogie. Voilà, on va parcourir tout ce chemin avec elle aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, on accueille Lydie Tonard. Bonjour. Et Lydie, j'ai pour habitude de commencer au commencement, au tout début. Toi, tu es, flûtiste, tu fais de la flûte traversière, mais plein d'autres choses et aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi la flûte quand tu étais petite? Oui, avec grand plaisir. Il faut savoir qu'à la base, j'ai commencé d'abord par le piano qui m'a suivie, pendant, mes 13 ans d'académie et puis la flûte s'est ajoutée, un peu plus tard. En fait, j'aimais beaucoup le piano et j'aime toujours beaucoup, mais j'étais un peu frustrée d'un instrument qui n'était pas, facilement transportable et avec, lequel on n'a pas spécialement beaucoup d'opportunités pour jouer avec d'autres, en tout cas quand on habite dans un village où il y a des fanfares et des harmonies. Ah, mais quel est ton village? Le village de Wem dans les Hautes-Fagnes. Ah oui, oui, je Ouais. comprends. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de traditions de fanfare, Oui, de ce beaucoup. coin-là que oui, oui, Il y a que dans encore les grandes villes, beaucoup de ouais. folklore et donc il y a beaucoup de moments aussi, opportuns pour jouer avec les fanfares et les harmonies et donc ça motive beaucoup encore maintenant les jeunes pour apprendre leurs instruments, vu qu'il y a, Plus de vent alors? plutôt de vent et de Et percussions. percussions? Ouais, ouais, mais Et en comme par effet, hasard. voilà, on est plus là-dessus que sur un instrument à clavier qui forcément ne convient pas à ce genre de manifestation et alors, ma rencontre avec la flûte est très, particulière et à la fois très kitsch, mais je ne m'en cache pas. Je viens d'une, famille où ma maman est très, croyante et tout le côté de ma famille, du côté maternel est assez, croyant et pratiquant, en tout cas dans la génération de ma maman. Et il se fait que donc ma maman allait à la messe et va à la messe, chaque semaine, ça fait partie de son rituel de vie, et qu'elle y chante. Elle chante dans la chorale de l'église et ma sœur, ma grande sœur et moi, on a eu l'habitude de chanter aussi dans les chœurs de l'église et de l'accompagner et du coup, on allait aussi à la messe vu qu'on chantait à la messe et puis moi, j'ai carrément aussi été acolyte, et puis, je suis partie en voyage à Lourdes et cetera et même si c'est quelque chose qui ne me suit plus du tout maintenant dans ma vie actuelle, bah, c'est des moments, qui ont été de chouettes moments, de rencontres, de partage et enfin voilà, je trouve qu'il y a des très belles valeurs qui m'ont été transmises à travers ce prisme-là, même si je pense qu'il y a moyen d'avoir toutes ces valeurs à travers d'autres prismes et c'est très bien aussi. Et un jour, la fille du dentiste du village, qui était mon dentiste, qui, jouait de la flûte à l'académie et qui, c'est très important par rapport au kitsch et à l'image, était blonde aux longs cheveux ondulés. À un moment donné, je pense que c'était à l'offertoire, elle a joué de la flûte, à côté de l'autel, toute seule, un morceau, solo comme ça et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un ange évidemment, hein. J'avais 7 ans, 7-8 ans, voilà et j'ai dit à ma maman: «J'aimerais bien aussi être un ange et faire ça». Et donc je me suis pas dit spécialement: «Je veux faire la flûte», mais je me suis dit: «Ce que l'image de la flûte comme je la découvre dégage, c'est quelque chose qui m'attire dans le côté très, pur, très mélancolique et doux» et donc je me suis inscrite parallèlement en flûte à l'académie. Et le piano, tu l'avais commencé à quel âge? Oh ben, dès qu'on peut après les préparatoires à 6 ans quoi. Mais j'ai continué le piano parallèlement. Ouais. Donc j'ai fait 13 ans en académie piano, mais j'ai fait, Ah oui, quand même. ouais. Et j'ai dépassé, enfin j'ai terminé mon parcours de piano en académie quand j'étais encore étudiante au conservatoire, en flûte, OK, du oui. coup. Oui, oui. Et la flûte, en fait, j'ai fait que 7 ou 8 ans avant d'entrer au conservatoire. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit que, ça allait tu avais envie de faire le conservatoire et de pousser l'étude de la flûte plus loin? Alors il faut savoir que moi, mon envie, c'était de faire le conservatoire, mais pas de pousser la flûte plus loin. Ce qui Tu voulais faire de la musique en tout cas? alors c'était pas aussi clair que ça, mais quand j'étais en réto, notre prof de français, nous a demandé de faire une espèce de travail de fin d'études qui était axé, sur, quelles seraient potentiellement nos futures études. Et à l'époque, j'hésitais très fort entre, institutrice primaire ou musicienne, en sachant que musicienne, je ne savais rien de la moitié du quart de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que moi, j'étais à OEM, notre académie, c'était l'académie de Malmedy, qui est une académie super active avec plein de projets, qui couvre, plein de communes différentes et donc qui, a beaucoup, beaucoup de population
et ça me semblait simple et facile et chouette, quoi. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était la vraie vie de musicien, musicienne. Et heureusement, je me suis dit: «Je vais faire un mix des 2 et plutôt qu'être musicienne ou prof de primaire, je vais être prof de musique», ce qui va être un beau mélange. J'avais envie d'être prof de formation musicale, qui s'appelait à l'époque encore solfège, pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai eu, au début de mes études, à l'académie, de super chouettes profs de formation musicale qui m'ont vraiment donné beaucoup de plaisir. Ouais. Et puis, à la fin, j'ai eu un professeur à qui c'était beaucoup moins évident. Je pense que c'était une personne qui avait pas spécialement envie de donner ce cours, comme ça arrivait souvent, je pense, dans les carrières des musiciens, qui n'ont pas eu, l'opportunité d'être musiciens ou d'enseigner leur instrument et qui se sont retrouvés un peu en dépit, à devoir donner ce cours et qui du coup, bah, forcément, comme n'importe qui dans n'importe quel domaine, si on n'est pas là par plaisir, c'est vachement moins chouette et ça se partage moins aussi. Et en fait, j'ai un peu pris ça pour un challenge. Je me suis dit, parce que lui, son discours, c'était vraiment, «Ne fais pas ces études-là, tu ne trouveras jamais de boulot, tu vas passer d'intérim en intérim» et je pense qu'il a vraiment pas eu de facilité et qu'il n'a pas eu l'opportunité de voir que c'était possible autrement et donc moi, je me suis dit: «Bah, attends, laisse-moi voir, laisse-moi essayer et on en reparlera plus tard, quoi» et je me suis aussi dit qu'en fait, pour éviter justement, le découragement chez certains élèves à cause de profs qui n'ont pas envie d'être là, bah, autant qu'il y a des profs qui ont envie d'être là. Et moi, la matière de la formation musicale, ça m'a toujours attirée parce que je trouve ça, hyper chouette de comprendre comment sont construites les choses. Enfin, pour moi, c'est la grammaire de la musique. Alors je pense, de plus en plus, de par tout le parcours que j'ai traversé, que c'est pas la seule manière d'accéder, à la connaissance et au développement de l'apprentissage musical, mais que c'est très complémentaire à plein d'autres choses. Et donc, tout ça pour dire que je me suis dit que j'allais, être prof de formation musicale. Et comme je viens de mon petit village, à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs conservatoires en Belgique. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler que du conservatoire de Liège. Donc, c'est là que j'ai été rencontrer Dominique Lauréat, qui était prof de méthodologie à l'époque. Quand j'étais en réto, j'ai été observer ses cours et j'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus. Et je me suis dit, mais ça a l'air vraiment chouette. On travaille avec des jeunes, des adultes, on transmet des choses, on est dans du faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose déjà qui me plaisait beaucoup. Et puis, en fait, c'est après que j'ai appris que c'était des études qui existaient en master, mais qu'il fallait faire un bachelier en quelque chose. Et le quelque chose, ça a été soit de flûte, soit de piano et je me sentais clairement, plus à l'aise pour faire ça à la flûte parce que dans ma tête, j'avais l'impression et je me suis vite rendu compte que c'était pas totalement vrai, mais que ce serait plus simple de par le fait que le piano, c'est 2 mains, la flûte pas. Enfin, des idées préconçues de jeunes, étudiantes de 17 ans qui n'a réfléchi au conservatoire que 6 mois avant septembre, quoi. Donc voilà comment je m'y suis retrouvée. Par la suite, tu as eu des projets de musique de chambre, dont un qui s'est quand même pas mal, démarqué avec ton trio, O3. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce trio? Ouais, donc c'est un trio qui est né en effet quand on était encore toutes les 3 étudiantes, au conservatoire de Liège. Donc c'est avec, Eugénie Defraigne au violoncelle et Léna Kohlmeyer qui était notre pianiste. Et c'est assez étonnant de voir en fait que quand je suis passée en master pédagogique de formation musicale et que j'ai fait le choix de ne pas continuer la flûte en même temps parce que c'était trop, hem et ben, en fait j'ai, fait encore plus de flûte que pendant mes 3 années de bachelier. Il y a eu beaucoup plus de projets qui ont émergé et pour lesquels, j'avais envie de m'investir. Et notamment Eugénie qui voulait pour, la fin de son master de musique de chambre monter, la pièce de George Crumb Vox Ballet pour, du coup, flûte, violoncelle, piano et joueur masqué et elle nous a, appelés Léna et moi parce qu'on s'était rencontrés à travers d'autres projets et on a, monté cette pièce pour cette occasion-là et de là est née une envie de continuer à jouer ensemble et ça nous a portés pendant 10 très belles années. 10 ans quand Ouais, même, ah autour d'un ouais! répertoire majoritairement contemporain. Et tu avais pas forcément envie de développer, aussi loin la musique de chambre? Est-ce que le projet s'est un peu porté par lui-même ou très vite vous vous êtes dit: «Oh non, on le fait sérieusement, sur de long terme»? Hem, alors la musique de chambre, j'ai très vite su que c'est quelque chose qui allait faire partie de ma vie, mais c'est vrai que quand on a travaillé la pièce, de Crumb, je me suis pas dit, «Il y a un truc à développer». Enfin, déjà j'y connaissais rien en musique contemporaine, enfin et c'est ça qui m'a fascinée, c'est de découvrir notamment toutes les techniques de jeu, à la flûte traversière, qui sortaient de la pratique plutôt classique, traditionnelle, qui m'ont fait, ouais, qui m'ont éveillée à être plus curieuse encore de ces techniques et de me tourner vers le langage contemporain qui en comporte beaucoup et puis après j'ai découvert qu'il y avait pas du tout que la musique écrite qui en comportait, évidemment. Puis on a même touché aussi à l'improvisation et c'était très gai aussi d'amener ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était totalement complémentaire
et donc voilà. Oui et d'ailleurs en parlant d'improvisation, parce qu'on va en parler, c'est quand même un des noyaux de ce que tu fais aujourd'hui, si je me trompe pas? C'est ce que Parce que beaucoup tu de as personnes disent, de oui, mon parcours. Oui, OK. en effet. Oui, parce que tu as tellement de casquettes. Enfin, tu touches à tellement de choses et en même temps enfin on le comprend parce que, pour moi, ce qui la première image, qui vient de ton parcours, c'est vraiment la curiosité et l'envie de vouloir quand même maîtriser un minimum plein d'éléments qui te permettent d'aller plus loin en termes de création de son et de création, mais de recherche et de toujours, ouais, vouloir essayer: «Ah tiens, ça sonne comme ça. Je vais l'intégrer à un truc et je vais voir ce que je veux en faire». Ouais, c'est C'est bien exactement ça. ça? Oui, OK. oui, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que tu renvoies une image juste En tout de cas pour toi. de ce que oui. Mais, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'improvisation? Comment c'est arrivé dans ta vie? D'abord peut-être à l'instrument et après, on va développer peut-être les autres aspects. Mais donc moi, ça me fait toujours sourire quand les personnes, que je rencontre depuis quelques années me disent que je suis une improvisatrice parce que c'est pas du tout comme ça que je me définis, enfin, en tout cas que je me définissais avant. Parce que l'improvisation, quand je l'ai rencontrée, c'est quelque chose que je refusais totalement de faire. J'étais tétanisée, en fait, par À cause l'idée, de notre, cursus classique? oui, parce que je me sentais bien plus en sécurité derrière une partition où je sais ce que je vais faire et le contrôle, évidemment. Et j'ai eu la chance au Conservatoire de Liège de travailler avec Michel Massot pendant 5 ans et je me souviens, enfin oui, des cours d'impro, à chaque année, je me disais: «Allez, réessaye, va au premier cours» et puis il me demandait d'improviser, en fait, je disais: «Non» et je ne sais pas comment, à un moment donné, il y a un truc qui s'est ouvert à cet endroit-là. C'est très certainement lié à une confiance, que j'ai pu, acquérir suite en effet à certains outils que j'ai développés un peu plus loin et qui m'ont fait me sentir, à l'aise pour jongler avec assez de matériel que pour avoir l'impression d'avoir quelque chose à dire. Parce que c'est surtout ça qui m'effrayait, c'est, «Et si j'ai rien à raconter?» et ou «Et si ce que je raconte n'intéresse personne?» Donc je trouve que l'improvisation, elle a ce côté «risqué» entre guillemets, mais qui en même temps est très passionnant et palpitant, parce que du coup, quand on touche, mais c'est encore plus juste. Ça dit quelque chose de nous, Oui, en plus. bah, on est clairement, oui, il y a plus que nous, en fait, il y a même plus un compositeur derrière lequel on peut dire: «Mais si, bien sûr, cette sonate de Bach, à l'époque, c'était telle articulation, liée 2 détachées, et c'est pour ça que je l'ai fait». C'est aussi beau parce que c'est une forme de savoir aussi, pour pouvoir dire tel ornement, on va le faire à telle époque de cette manière-là, mais ça dépend si tu le joues sur piano moderne, pianoforte et cetera. Moi, je trouve que c'est très beau dans la connaissance, la maîtrise de la connaissance aussi, Et dans l'interprétation aussi, hein, ouais, soyons bien absolument, d'accord. Oui, ouais. oui. Mais je trouve que aussi l'improvisation pour un peu toucher, à l'impro, je me rends compte à quel point il faut quand même se nourrir de plein de langages. Et s'en nourrir, se l'approprier et voir, ce qu'on en fait et donc c'est comme la matière qu'on prend et tu vois, on la manipule et on va voir comment, je fasse comme une pâte à modeler, comment je me sens aujourd'hui, je vais faire une petite table en pâte à modeler et demain ça va être, je sais pas, une machine à café quoi, tu vois? Et je trouve que c'est quand même, ouais, du beaucoup de travail aussi, de la recherche comme tu disais, un peu aussi intérieure, mais aussi de ouais, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et qui est ouais, c'est pas la même démarche que le classique, mais ça demande, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que ça a l'air facile, en fait, ça demande, mais tellement de travail, pour vraiment maîtriser, raconter quelque chose en impro, je trouve. Ce que je trouve difficile, c'est que, autant pour de la musique, écrite ou même, d'autres traditions plus orales comme le jazz ou même comme d'autres, musiques traditionnelles, propres à des cultures très précises, il y a un chemin d'apprentissage qui est connu. Autant pour l'improvisation de manière large, on peut très vite se perdre en fait et ne pas savoir comment progresser. Et là, si on n'a pas un bon guide ou une bonne guide, que ce soit un prof avec qui on travaille ou bien des choses qu'on écoute qui nous inspirent, qu'on aime et dont on repère certaines choses qu'on a envie de reproduire, bah, en fait, on peut très vite être perdu. Et là, du coup, c'est pas gai. En fait, pour moi, l'improvisation, elle a besoin d'un minimum de cadre. Et pour moi, les grands improvisateurs, c'est ceux dont le cadre s'est tellement élargi de par leur habitude et leur connaissance qu'ils ont un espace d'expression qui est beaucoup plus grand et qui peuvent vraiment surfer sur plein de choses. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que l'improvisation t'a apporté de plus dans, heu,
toi, en tant que musicienne, comment tu te sentais en tant que musicienne? Est-ce que c'est en termes de liberté ou juste plus de curiosité ou tu vois? Est-ce que et aussi désolée, il y a 2 questions, mais est-ce que tu es allée vers l'impro parce que tu te sentais cloisonnée dans le classique ou c'est juste parce que c'était complémentaire, on va dire, de ta connaissance du classique? Pour moi, c'est aussi à la base, c'était vraiment un jeu pour aller replacer des effets que je découvrais à la flûte traversière à travers, notamment le langage de la musique contemporaine. Et donc c'était, OK, je sais faire ça, tiens et si je le faisais mais, avec cet effet-ci, et si tout à coup, j'octaviais, OK, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait, j'ai plus de vocabulaire et donc j'ai plus de choses à dire tout simplement. C'est comme si mon dictionnaire s'élargissait. Ouais. Et par rapport à ce que ça m'a apporté, je ne sais pas si je le cherchais, en tout cas très certainement pas consciemment, mais inconsciemment, je pense que oui. Liberté, oui. Je dirais même encore plus lâcher prise, parce qu'il y a cette obligation, si tu veux y aller, en fait, en tout cas dans ma perception hein, de comment je vis l'improvisation, je pense qu'on est tous très différents et différentes à ce sujet-là, mais il y a un truc de t'acceptes de faire un pas dans le vide et de voir ce qui va se passer. Et c'est quelque chose que je connaissais très peu, en musique, mais aussi généralement dans ma vie, heu, mais quelque chose qui en fait est hyper précieux pour un musicien. Ça permet de rester vivant, en fait. Ouais. Tu utilises différents types de flûtes? Enfin différentes flûtes? Dans la famille des traversières, en tout cas. Oui. Est-ce que tu peux, juste dire un petit mot par rapport à ça? Bah, j'ai en effet commencé par, la flûte traversière en ut, qu'on retrouve, partout et puis, j'ai joué en harmonie dans mon village et j'ai, touché au piccolo et donc ça, j'ai adoré, enfin, j'adore cet instrument. Donc toute petite flûte, pour ceux qui connaissent pas. Et puis alors, j'ai eu, l'occasion d'acheter d'occasion justement une, flûte en fa qui n'est pas une flûte alto, mais qui était, une autre plus grave qu'une flûte alto. Je ne sais pas, je enfin c'était totalement, étonnant, que cette flûte existe. C'était un ancien prof de flûte de l'académie de Malmedy et puis voilà, moi ça m'intéressait d'avoir une flûte plus grave, mais je ne pouvais pas à l'époque me permettre d'avoir une nouvelle flûte, voilà. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est que dans la musique, classique écrite contemporaine, il y a des œuvres qui sont écrites pour flûte alto. Mais la flûte alto, elle est en sol. Moi, j'avais une flûte en fa, donc ça marchait pas, mais je savais que du coup que j'avais quand même un attrait pour les flûtes plus graves. Du coup, j'ai revendu ma flûte en fa et j'ai acheté une flûte alto. Et puis après, j'ai découvert la flûte basse, qui est donc une octave plus grave que la flûte, en ut, traditionnelle, donc 2 octaves en dessous du piccolo. Et quand j'ai découvert cet instrument, c'est grâce à l'ensemble vibration qui est mon septuor de flûte, où, d'autres flûtistes avaient déjà enfin, on avait une flûte basse dans l'ensemble et c'est génial parce que comme c'est une plus large embouchure, il y a un besoin de souffler comme ça, sinon ça marche pas, tu peux pas pincer quoi, c'est vraiment l'inverse du piccolo et du coup, moi, ça me procurait une sensation, de détente corporelle très agréable et puis alors la dernière en date, c'est la flûte contrebasse. Qui est encore plus longue et plus large et qui est tellement grande qu'elle doit, se tenir verticalement et qui après a une espèce de forme de De triangle. triangle, oui, Ouais oui, j'ai et vu donc je dois ça. la jouer debout. Mais ça, c'est complètement fou. Oui, bah, ça, c'est encore plus, dingue, oui et donc c'est aussi super intéressant parce que c'est une posture très différente. Déjà, elle est posée au sol, donc il y a pas de poids à porter, ce qui change, mais du coup, la posture est très Et tu la différente. joues assise en plus? Non, Donc ah, tu la joues je debout? suis trop petite. Si je suis assise, je ne touche pas à OK. l'embouchure, mais Et donc aucun flûtiste ne la joue assise, hein, et tu peux la sauf jouer si on était debout sur ou du alors c'est un solfège. tabouret un peu, Moi, je un la joue debout. Oui, oui, aussi parce que j'aime bien, pouvoir être mobile avec elle parce qu'elle est sur, enfin, je la mets sur un seul pied. Mais, ce qui est génial, c'est que plus on va vers les flûtes, graves, plus, certains effets contemporains, ont une résonance particulière, notamment tout ce qui est «son craché» entre guillemets, est très rythmique en fait, avec beaucoup d'attaques, ou bien, son tenu avec la voix qui chante par-dessus une autre note. Enfin, il y a des grains comme ça, où tout à coup on a l'impression que c'est plus de la flûte quoi et en fait j'adore. Juste un petit mot par rapport à ça, c'est intéressant de remarquer, enfin en tout cas moi j'ai remarqué par rapport à l'improvisation que je ne propose pas du tout les mêmes discours selon l'instrument que je choisis, quoi. Je joue pas du tout de la même façon, je fais pas les mêmes effets, je fais pas les mêmes longueurs de phrases, enfin inévitablement la gestion du souffle n'est pas la même et donc c'est vraiment super, super chouette. j'aimerais bien aussi qu'on parle de tes nombreux voyages parce que justement c'est ces voyages aussi qui t'ont nourri de nouvelles, cultures et nouveaux langages musicaux. Le premier grand voyage, que j'ai vécu, c'était un voyage en Équateur. J'étais encore étudiante, au conservatoire et on est parti avec quelques amis,
étudiant à Liège et c'est une amie Virginie qui a proposé qu'on parte là-bas. Elle était déjà partie, 1 année parce qu'elle avait fait une seconde réto, et on était tous et toutes, élèves chez Michel Massot dans le cours qui s'appelle, le cours de rock de chambre, qui est un nom totalement surprenant pour un contenu, qui est en fait n'est pas aussi, rocambolesque que le nom, mais en gros, c'est de la musique d'ensemble à l'oreille, inspirée de plein de traditions différentes, mais c'est aussi parfois des compositions de Michel et surtout, on touchait aussi à des rythmiques, inhabituelles, sans spécialement les expliquer, mais en tout cas, tout se faisait d'oreille, donc c'était aussi super intéressant et super confrontant, au début en tout cas. Et on s'est dit en fait, qu'on avait envie d'aller, en Équateur, dans différentes écoles, apprendre d'oreille, la musique que nous, on avait apprise de Michel, et la faire vivre un peu là-bas et voir comment cet apprentissage d'oreille peut, circuler à travers le monde, à travers les cultures, alors qu'on était, une, majorité à ne pas du tout parler espagnol. On a voyagé dans 3 villes différentes et on a été travailler avec des jeunes, des tout petits et puis jusqu'à des 15 16 ans. Michel, il aimait aussi beaucoup, travailler le clapping en mains et pieds, avec parfois de la voix par-dessus et donc c'est aussi quelque chose qui était chouette à transmettre parce que pas besoin de grand-chose, tout de suite dans le visuel, dans la reproduction collective et donc on a partagé ça. Puis nous aussi, on a appris, quelques chansons de là-bas, quelques rythmes traditionnels, on s'est inspiré des cultures et puis le deuxième voyage, ça a été au Maroc, donc totalement différent et là, je suis partie avec, Aurore Leloup qui est une amie, guitariste que j'avais rencontrée à Liège et Simon Leleu, percussionniste que j'avais rencontré aussi à Liège, au cours de Michel, bien entendu, les 2. Et on est parti au Maroc 1 mois de nouveau et là, c'était vraiment dans l'idée de, plonger dans la culture de la musique traditionnelle marocaine et d'un peu se confronter à des rythmes, où on ne comprend rien. Pour voir, comment dénouer, comment approcher, comment confronter avec nos connaissances et cetera. On avait la chance d'avoir un pied-à-terre à Rabat, via une personne de ma famille et donc c'était vraiment l'opportunité pour se dire: «Allez, on y va et on voit ce que ça donne» et en fait, on a fait de magnifiques rencontres et puis surtout, pour moi en tout cas, ça a ouvert une porte vers, en fait, ce qu'on fait en musique classique. C'est tellement peu par rapport à tout ce qui existe, mais évidemment, mais moi, personne ne me l'avait jamais dit. Ah oui, non, mais oui. Oui, bien sûr. Ce n'est pas du tout, une façon de dévaloriser la musique classique, au contraire, mais c'est juste qu'en fait, je n'étais pas consciente qu'il existait tant d'autres choses. Après, c'est aussi parce que je viens d'une famille où on n'écoutait pas spécialement beaucoup de musique, ni de musique différente, donc j'avais pas cette ouverture-là. Il y a des personnes qui grandissent avec cette connaissance, hein, de la culture ouverte, voilà, mais c'était pas le cas pour moi et donc ça a vraiment, ouvert une porte, assez impressionnante et vertigineuse, mais qui m'a de nouveau donné envie d'aller plus loin. Et puis avec Simon, on a eu l'occasion de partir en Inde. Je pense qu'une des premières fois où on m'a parlé de musique indienne, bah, c'est Simon qui m'en a parlé. Parce que lui, il a fait un master, à Codarts, à Rotterdam. Du coup, il était à fond dans ses recherches, sur la musique indienne et il me les partageait parce qu'on jouait beaucoup ensemble, à ce moment-là et ça me fascinait. Les compositions rythmiques indiennes, les syllabes indiennes me fascinaient et il m'a dit: «Ah mais tu devrais, aller voir, il y a, Henri Tournier qui était prof de bansuri, donc de flûte indienne à Codarts, qui, lui est à Paris et qui donnait une masterclass à Paris. Il m'a dit: «Tu devrais t'inscrire, je pense que ça pourrait te plaire» et je ne sais pas ce qui m'a pris parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas habituée à faire ce genre de choses, à m'inscrire en solo, à prendre le Thalys jusqu'à Paris. Enfin voilà, je ça faisait pas longtemps que j'étais à Bruxelles, c'était déjà énorme d'être dans une capitale, enfin bref et j'ai eu un appel et je me suis dit: «Allez, vas-y, va voir» et cette rencontre, a été assez déterminante parce qu'en effet, j'ai eu un vrai coup de cœur sur la musique, que j'ai découverte là-bas et c'était juste entrouvrir une des premières portes sur toutes celles qui existent dans la musique indienne. Et c'était autour de la musique d'Inde du Nord, hem, parce qu'elle est très différente de la musique d'Inde du Sud. En tout cas, je parle de la musique, savante, traditionnelle, hein. On parle pas de Bollywood et cetera, ni des musiques traditionnelles de peuples, enfin voilà, il y a beaucoup de styles, mais donc la musique hindostanie. Hem et suite à ça, ben, je me suis renseignée un peu plus, puis j'ai été à une autre masterclass d'un violoniste et puis j'ai un peu, chipoté, commencé à écouter, et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup, notamment par rapport au savoir et à la tradition très, très ancienne et à la beauté d'une tradition ancienne qui traverse les siècles. J'étais aussi intriguée par la pédagogie qui, en fait, est très, très,
contraire à celle que nous, on prône pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est très fort encore face à un maître à qui on ne pose aucune question et on fait, c'est tout. Et si tu suis pas, bah, c'est que t'es pas fait pour une musicienne. Je n'adhère pas, mais j'étais curieuse de voir et d'essayer de comprendre, tiens, comment ça se fait que c'est toujours comme ça? Qu'est-ce qui leur fait faire ça encore maintenant? Et enfin oui, c'est ça m'intriguait et puis bien sûr, toute la partie, plutôt rythmique parce que la musique indienne classique, elle a développé surtout la mélodie et l'aspect rythmique et très peu l'harmonie. C'est de la musique qui est vraiment modale et donc du fait que l'harmonie n'a pas été développée, ils ont pu vraiment développer à fond les 2 autres pôles, là où la musique occidentale, ben, a surtout, entre autres, développé l'harmonie et où, rythmiquement, est moins riche par rapport à la, culture indienne, en tout cas. Hem et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré des musiciens indiens à l'AKDT, donc au stage, qui se donne en été à Libremont-et-le-Château, Simon et moi et ces 2 musiciens, Malavika et Sanjay, nous ont invités à aller chez eux à Calcutta, 1 mois pour, faire de la musique ensemble Oh génial, et on s'est dit: «Allons-y» incroyable. et en fait, on venait de vivre notre mois de voyage au Maroc en décembre. En été, on les a rencontrés et donc on est parti à Calcutta et là, ça a été vraiment, un choc, énorme au niveau de la culture et au niveau du mode de vie et malgré tout, j'ai développé un amour extrême pour ce pays et pour les gens que j'ai rencontrés là-bas et du coup, ça, c'était le premier voyage en Inde qui était du coup plus Inde du Nord et puis, j'ai, donc, découvert la pratique du Konakol, qui est cette pratique, rythmique. Konakol, c'est le nom qu'on donne plutôt du coup à la pratique d'Inde du Sud, même si, on en fait aussi dans le Nord. Hem, c'est pas exactement les mêmes syllabes, ni les mêmes noms de cycles et cetera, et j'ai, appris par hasard qu'un ami, qui organise des stages en France chez lui, Guillaume Horty, qui a une super compagnie qui propose plein de stages autour du mouvement, de l'improvisation, du rythme, enfin bref, une très chouette proposition par rapport à ce qui m'attire, invitait, un gars que je ne connaissais pas du tout à faire un stage de Konakol. Et j'avais déjà fait un stage là-bas d'improvisation, autour du rythme aussi, qui m'avait beaucoup plu. Je savais que c'était un endroit charmant, que les stagiaires sont cool, et je m'étais dit: «Allez, je vais aller faire, un stage de Konakol, c'est super». Et en fait, ce stage était donné par Bissi Manjunath, qui est, un maître en la matière, mais dont je n'avais jamais entendu parler parce que j'étais pas du tout, active sur les réseaux, youtubeuse, tout ça. Enfin, moi, je débarquais, naïvement comme un peu toujours et cette rencontre humaine a été vraiment très, très chouette et de là, on a eu envie de le réinviter à Bruxelles et donc il est venu, redonner un atelier de Konakol, à l'Étendard, donc au lieu, que j'occupe pour l'instant et suite à ça, il dormait à la maison et donc un soir, on discutait et je lui disais, «Ah bah voilà, moi l'année prochaine, je vais être un peu plus cool» parce que j'avais repris des études au conservatoire dans le fameux bachelier en rythme et rythmique, dont on reparlera peut-être plus tard et je lui dis: «J'aurai un peu de temps, et j'hésite à revoyager». Mais je dépose ça comme ça, sans aucune idée, et il me dit comme ça, «Tu sais, si un jour tu viens à Bangalore, il y a une chambre, qui peut t'accueillir, pas besoin d'hôtel». Et je lui dis: «Mais si je viens, tu me donnerais cours?» «Ah bah oui, pas de souci, si je suis là, avec plaisir», et c'est comme ça qu'on a prévu, mon premier voyage là-bas et qui a en fait été le premier de nombreux parce que là, j'y suis déjà retournée, 3 ou 4 fois. Je suis accueillie, dans sa maison et donc c'est vraiment, il vient pour le cours, on est assis au sol, il nous transmet, ce qu'on a envie d'apprendre. Lui a une pédagogie qui est vachement plus ouverte par rapport à la pédagogie classique, traditionnelle indienne. Et tu as continué l'apprentissage du rythme, par plusieurs formations aussi? Avec Arnould, Massar, enfin, tu t'es vraiment mise dans tous les créneaux qui étaient possibles, en tout cas pour la rythmique indienne, d'enrichissement personnel aussi et tu les as vite utilisés aussi, dans ta pratique musicale ou même, tes tu vois, tes créations, body percussion et cetera, moi je trouve ça assez impressionnant. Toutes ces choses que je découvrais, je les repartageais en les modifiant, en les transformant, en les nommant et en expliquant d'où elles venaient, mais à des fins pédagogiques et plus je les transmettais, plus je les maîtrisais évidemment, vu que quand on transmet, on doit maîtriser. Et donc plus je les maîtrisais, plus j'avais envie d'en faire quelque chose et plus elles faisaient partie de mon bagage musical pour la création, comme tu disais tout à l'heure. Et donc très naturellement, les choses se sont mélangées, que ce soit, utiliser un enchaînement de conacole, en body percussion ou, utiliser, un polyrythme que je transforme, à la flûte. Et donc en fait, tout s'est très vite regroupé. Les body percussions, se sont développées aussi parce que j'ai découvert qu'il y avait une communauté de personnes qui pratiquaient cet art-là
et qu'il y avait des festivals et des stages et donc j'ai voyagé, j'ai rencontré et puis, des gens là-bas parlaient de Conacol aussi et puis tout à coup, mon prof de Conacol était invité pour un festival de Body Perk et puis enfin tout se regroupait et tout s'est mélangé et à tout ça, s'est ajouté aussi la pratique vocale, plus chantée qui pour moi faisait sens par rapport, au «être juste avec son corps» entre guillemets, puis qui se mélangeait évidemment très bien aussi avec les percussions corporelles et donc voilà, tout ça a fait un espèce de grand, En fait, c'est une mélange. toile d'araignée d'une chose qui a amené une autre, qui a amené une autre, qui a amené une autre, bah, qui fait que tu as 1000 capacités aujourd'hui de enfin, tu touches à plein de choses, quoi, parce que tu es à l'aise aussi dans l'impro, dans le corps, dans le mais pour revenir à la musique indienne, moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique, enfin, dans la rythmique, indienne, c'est que c'est, vraiment une transmission orale, purement orale et allez, on fait ensemble et on refait et maintenant on fait ça, mais on refait après. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment ça qui m'avait plu, de pouvoir, faire avec le corps, enfin, juste son corps et juste dire, tu vois? Et parce qu'en fait, c'est la première étape avant de passer à l'instrument, en fait, si on passe à l'instrument, mais c'est pas le cas de tous. Et moi, j'avais vraiment aimé de pas avoir de support papier et puis alors après, tu vois, tu essaies de prendre note comme tu peux. Tu sais pas comment écrire, les syllabes ou les temps et tout, mais tu t'en sors et en fait, c'est que en faisant que vraiment tu acquiers vraiment le sens de cette rythmique. Oui, oui, mais tout à fait. Mais ça, c'est en effet, enfin, moi, je suis convaincue que les choses qu'on apprend ou qu'on transmet de manière orale resteront plus, chez l'apprenant. En effet, c'est fascinant, c'est d'autant plus fascinant que le système rythmique est particulièrement complexe, en tout cas peu C'est ah ouais, c'est fascinant. Est-ce qu'on ouais. peut en toucher un mot juste, pour, Oui, c'est pas simple, c'est compliqué. Est-ce alors, allez, je te lance parce que toi, tu connais quand même mieux que moi. On dit des syllabes et les syllabes, donc on prononce en fait des mots et ces mots sont découpés avec un certain nombre de syllabes et ces mots, avec le nombre de syllabes correspondantes, vont pouvoir, être sur une division de 2, de 3, de 4, et cetera parce que c'est bien foutu. Les mots sont bien foutus pour ça et on bat la pulsation avec notre main et ça, moi, je trouve ça mais tellement fascinant. C'est qu'on compte, une mesure avec notre main, avec tout le temps le même geste et on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'on sait que, quand on a le dos de la main, dans la paume de l'autre main, on est sur tel temps et cetera et tout ça pour des mesures ultra complexes, enfin qui peuvent être très longues. Aussi, c'est un langage qui est difficile pour nous parce que les Indiens, ils ont l'habitude de le prononcer très rapidement et d'ailleurs, ouais, il y a toutes les vidéos, tu sais, sur internet, où tout le monde dit: «Ouais, c'est un truc de dingue». On n'a pas une langue, le français n'est pas une langue qui nous permet de prononcer, d'avoir toutes ces syllabes hyper claires. Donc ça, c'est aussi un truc qui m'avait vachement perturbée et il y a une part aussi, dernier truc que je vais dire, donc c'est extrêmement mathématique et que dans ce cadre, il y a aussi toute une part d'improvisation, mais qui est maîtrisée, enfin qui est un espèce de calcul qu'ils font en live pour se dire: «Hop, je vais improviser là, mais je sais que dans 52 temps, je retombe sur ma formule début» et ça, ouais, mais je trouve ça fascinant et je suis tellement nulle en maths, je me suis dit: «Ouais, c'est pas pour moi». Voilà, ça si je peux présenter de façon un peu vulgaire, mais probablement tu peux rajouter. ouais, ouais, non, mais c'est déjà bien, bien complet. Alors moi, je vais rajouter par rapport à ce que je connais, hein, on est loin de dire que je suis, une maître du Conacol. Hem, En tout cas, par rapport à ce que tu disais sur la virtuosité de la langue, c'est en effet totalement vrai parce qu'aussi ils pratiquent depuis qu'ils sont très petits, enfin voilà et que ça fait partie d'une pratique, courante, Ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est qu'en fait les syllabes qu'ils prononcent, ce sont des syllabes qui correspondent après à des frappes, des types de frappes sur leur instrument de percussion. Voilà, donc sur le mridangam, pour ceux qui passent en tout cas, à cet instrument. Après, c'est aussi, il faut savoir que il y a encore beaucoup de joueurs de guimbarde en Inde du Sud et que, quand on entend un joueur ou une joueuse de guimbarde, ce qu'elle, ou ce qu'il récite, ce sont des compositions de Konakol et c'est le fait que c'est des syllabes qui ont des voyelles différentes qui donnent à la guimbarde, des timbres différents et la rythmique évidemment. Et du coup, par rapport, aux personnes non indiennes qui apprennent, on observe souvent que les souffleurs ont plus de facilité de par le travail du double coup de langue, de la flûte ou du saxophone et cetera. Et donc en tant que flûtiste, je pense quand même que j'ai il y a une petite facilité à cet endroit-là. Hem
Alors, par rapport aux syllabes, donc tu as dit que c'était des mots qui étaient découpés. J'ai plutôt envie de dire que ce sont des syllabes qui sont regroupées, même si c'est la même façon, enfin, ça dit la même chose. Mais donc, en fait, le système du Conacol est majoritairement basé sur des groupements. Et en effet, des groupements de syllabes qui donc n'ont pas de sens à proprement parler, mais comme on l'a dit, qui correspondent à des frappes. C'est-à-dire que le ta, ça va toujours être tel type de frappe sur l'instrument. Moi, je ne maîtrise pas le Rinangam, mais je sais que Manju, quand il nous apprend une compo puis qu'il la traduit sur l'instrument, on entend tout à fait la compo parce qu'on reconnaît que à ce moment-là, on avait dit ta et que là, c'était doom, quoi. Et donc, selon le groupement que tu veux faire, tu vas choisir en effet une suite de syllabes particulière. Par exemple, pas pour 2, on va être sur taka, taki, dena, ça va dépendre un peu. Parce qu'il y a aussi tout le côté, mélodique, hein, de comment tu chantes le konakol, pas au sens chanter auteur spécifique, mais comment tu t'exprimes en fait. Et ça, c'est quelque chose. Et ouais, l'accent tonique aussi, le Alors du coup, je dirais pas accent tonique parce que c'est pas lié à un mot, mais en tout cas, oui, là où tu fais ressortir, ouais, les débuts des groupements. Groupement de 3, on va être sur, Takita par exemple, groupement de 4, Takadimi, Takajuno, Dimikita, enfin il y a plein de plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fait, il y a plein de groupements de syllabes pour les chiffres correspondants. Et puis, ça va être un jeu de grouper les groupements, en fait. Et tu vas te dire: «Tiens, je vais faire, tac, des mi, tac et tac et tac, des mi, tac et tac et tu vas être 4 plus 3 plus 3. Ce qui nous donne déjà un total de 10, ce qui est déjà pas courant et pourtant, c'est très vite, abordable parce qu'on se concentre simplement, entre guillemets, sur le fait qu'on fait «takademi, taketa, takita» et on voit des groupements. On n'est pas en train de se dire: «Je fais du 10». ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, les Ouais. groupements, c'est une chose. Après, donc tu as parlé de la pulsation qui est battue dans la main et puis tu as parlé de mesure et donc en effet, le principe, c'est que dans les mains, on montre la métrique, ce qu'ils appellent le thala, ce qu'on peut dire cycle rythmique. Et donc, on peut en effet aborder des métriques plus complexes que d'autres, hein. Il y a des mesures en 3, en 7, et cetera. Il y a aussi la simple mesure en 8 qui s'appelle Aditala, où en effet, il va y avoir un mouvement avec une frappe dans la paume. On va partir du petit doigt, puis l'annulaire, le doigt, du milieu et puis on va refrapper dans la paume, retourner, refrapper, retourner. On a 8 mouvements et donc ça, à une vitesse régulière, va nous donner notre pulsation et en plus un repère sur l'endroit où on est dans le cycle. Comme tu disais, je sais que quand je suis sur la deuxième fois ici sur ma paume, je suis au milieu du cycle de 8 et les groupements vont se placer par-dessus. Et alors, il va se passer soit des groupements qui collent à la longueur du nombre de divisions dans le cycle ou pas. On va souvent être face à des groupements qui vont pas, tomber à des endroits spécialement logiques par rapport au cycle et là où on va mettre l'accent et où ça va être intéressant parce que grâce au placement des temps, les accents vont venir pimenter, par-dessus. Et puis alors, il y a la subdivision du temps, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, s'amuser, par exemple, si on fait, du 3 plus 3 plus 2 en tac et tac et taka. Je peux tout à fait aller à vitesse, de base, donc ta, ki, ta, Mmh. ta, ki, ta, ta, ka ou en double, tac et tac et tac, tac et tac et tac, tac et tac et tac, tac et tac et ta et plus on va, changer de division, plus on va parfois être face à des polyrythmes, des choses qui vont se décaler et c'est là que tout va en effet devenir complètement magique. C'est que ces groupements ont leur, nombre de syllabes, mais qui peut être indépendant de la division du temps qu'on choisit. On peut changer de division en milieu de cycle ou pas et puis il y a cette conscience en effet sur la longueur du cycle et ils peuvent avoir des cycles super longs et en effet, tu donnais l'exemple, d'un musicien qui est en pleine improvisation et qui sait très bien qu'après 52 mesures, on va revenir sur le 1. Il faut savoir qu'en fait, tous les musiciens autour de lui le savent et c'est aussi ça qui est fascinant. Après, il faut aussi observer que souvent dans les concerts de musique, carnatique, il y a quelqu'un qui bat le tala, qui est présent Absolument, absolument. et qui aide le groupe aussi Ouais, à, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. à savoir où on en est. Mais il y a cette part en effet mathématique, de par la pratique, hein. On sait que, telle formule fait X temps, que si je la fais 3 fois pour pouvoir faire, ce qu'on appelle un muntaya qui va retomber sur le un machin, ça fera ça, donc je dois commencer à la moitié du deuxième temps du troisième cycle avant la fin et pour eux, c'est très clair et ils l'ont tellement fait qu'en fait, à un moment donné, ils ne le conceptualisent même plus. C'est naturellement qu'ils vont faire ta dégaine ta ta dégaine ta ta dégaine ta ta et là, tout le monde est content
Et tous les occidentaux qui n'y connaissent rien, qui sont en concert sont: «Waouh, bravo!» Et c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je me souviens d'un concert de Zakir Hussein que j'avais écouté aux Beaux-Arts, je comprenais que dalle et ce moment où le Konakol gonfle et ils ont souvent aussi des structures qui vont, de longues phrases et puis qui se rétrécissent, donc qui créent une tension, en fait. La tension, elle se crée au niveau, mélodique et rythmique, là où nous, c'est dans l'harmonie, dans les cadences et cetera et donc on sent ce truc qui arrive et puis tout à coup, ils sont tous au même endroit et nous, on n'a rien compris, donc c'est magique, quoi. Bah C'est ouais, fascinant, c'est fascinant. incroyable, Oui, c'est fascinant. incroyable. Ouais, Oh, merci pour cette explication. ouais et leurs gammes qui sont en fait des ragas, elles ont des affects comme quand on était à l'époque baroque, et donc il y a des ragas qu'on va, plutôt jouer ou chanter le matin, d'autres plutôt le soir selon les circonstances et donc il y a vraiment une part de: «Qu'est-ce que raconte cette musique? Comment je la vis? Comment je la fais vivre?» et donc en effet, il y a énormément d'impro, mais elle est énormément codifiée et donc c'est des années de pratique avant d'être capable de connaître tellement le vocabulaire propre à un raga que de pouvoir improviser en faisant les bons ornements. Donc oui, c'est aussi une musique, qui demande beaucoup de discipline, en fait, dans l'apprentissage et c'est quelque chose qui me fascine aussi. Puisqu'on parle de rythme, est-ce que, on peut quand même aborder, parce que bon, là, on a quand même déjà pas mal parlé de rythme, hein, et de toute ta curiosité justement pour le rythme. Mais on peut aborder justement là, tu es allée encore plus loin parce que donc tu as fait un bachelier de rythme et rythmique qu'il y a, au Conservatoire Royal de Bruxelles. Ce que ça t'a apporté, ce que tu as appris, parce que je sais il y a une proposition de formation qui est très large et en plus aujourd'hui tu travailles dedans. C'est de la pratique collective autour de différentes pratiques rythmiques. Et donc il y a aucune prétention de se dire qu'à la fin du bachelier, on est, bon enfin, je veux dire, on est connaisseur à 100 du rythme flamenco ou, du rythme indien parce que ça fait aussi partie de la formation. C'est plutôt plein de portes qu'on va ouvrir pour susciter la curiosité, des étudiants et leur donner justement, ben, des outils qui viennent d'autres approches pour qu'ensuite eux puissent intervenir dans des milieux, qui sont des milieux, oui, socioculturels en tant qu'enseignants, en tant que transmetteurs, mais aussi d'un point de vue artistique pour participer à des projets musicaux plus ouverts. Il y a beaucoup de cours qui sont, axés sur le corps aussi, que ce soit à travers la danse. On a, danse africaine, danse baroque, danse traditionnelle, plutôt européenne, danse des Balkans aussi pour tout ce qui est asymétrique. Mais aussi des cours, hem, de mouvements scéniques qui viennent, des arts de la parole, des cours de kinesthésie pratique, des cours de Feldenkrais ou en tout cas de conscience corporelle. Et puis il y a plein de choses qu'on découvre, dans des cours où on expérimente des choses par le corps en collectif de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer nos stratégies et nos fonctionnements et de les comparer, pas dans le sens de se dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais plutôt de les oui, enfin de voir que nos pairs fonctionnent différemment. Moi, j'ai trop entendu de mes collègues, profs d'instruments: «Mon élève est nul en rythme». Et j'étais là: «Mais est-ce que tu peux affiner un peu?» Et donc c'est super intéressant d'aller explorer ça et de se rendre compte de ça. Et puis bien sûr, tout le côté ethnomusicologique, comme je te disais, à travers des cours, d'anthropo et puis d'audition commentée, on touche aussi un peu aux neurosciences, de savoir, comment enfin, qu'est-ce qui est actionné dans le cerveau, la zone motrice, est-ce qu'elle est au même endroit que la zone du langage? Tiens, parlant langage, c'est quoi le rythme de la parole? Non, mais c'est mon dada, le cerveau. Parce que je trouve que dans l'apprentissage, on n'en parle pas dans la pédagogie, je veux dire, l'apprentissage chez les jeunes ou même pas même les adultes, on parle pas assez du cerveau. On parle pas assez du cerveau, Bah, tu parce vois? qu'on connaît pas, enfin, je veux dire, Oui, mais c'est on dommage m'avait jamais qu'on parlé du mais cerveau voilà, non plus dans mes études. j'en parle tout le temps à mes cours. Mais oui, mais Parce que continue. les gens mais oui, parce que alors l'apprenant, il disait: «Ah, je suis nul et tout». Je dis: «Non, c'est parce que tu as mal fait ta répétition. Ou alors là, tu donnes pas le temps à ton cerveau d'identifier où est-ce qu'il doit aller. C'est juste une question de repère. Quand eux, ils vont se dire: «J'ai pas la je suis nul, je vais taper tout le temps dans mon geste à côté». Je fais: «Non, mais parce que juste ton geste, il est pour ton cerveau, tu le mets en difficulté et cetera», tu vois? Et là, du coup, tout d'un coup, c'est pas toi le problème, c'est juste on va le faire autrement pour que ton cerveau, il assimile l'information. Parce que le but, grâce à toutes ces connaissances, c'est pas spécialement de dire à l'étudiant: «C'est pas grave si tu ne sais pas le faire parce que ton cerveau ou parce que je sais pas quoi». C'est plutôt se dire que vu que c'est là qu'est le problème, allons cibler l'endroit où on travaille et ne disons pas d'un gros paquet que tu n'es pas bon ou pas doué. Parce que s'il y a rien de plus frustrant dans l'apprentissage. Ouais, et toi, tu donnes cours? Donc moi, je donne cours là-bas depuis maintenant quelques années. J'ai d'abord, donné cours de méthodologie de l'enseignement du rythme, hem et puis maintenant, depuis cette année, j'ai repris le cours de pratique et expérience du rythme, qui est le cours principal qui est donné dans les 3 années, à raison de 2 heures par semaine et c'est vraiment un cours,
bah, comme son nom l'indique, on pratique et on expérimente des choses. On est vraiment, oui, dans des essais, dans de la ouais, de l'échange sur ce qu'on ressent, dans: «Tiens, moi, ça me parle, ça me parle pas». On va aller vers la clôture petit à petit de notre épisode. Alors on pourrait en parler pendant des heures évidemment parce que moi j'ai plein de questions, mais on on fera ça hors, hors épisode. Hem, Quand même parce que j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de tes projets et de ce que tu mets en avant. Là, tu as fait un tout nouveau projet qui s'appelle, «L'évidence des nuages». C'est trop beau comme titre. Donc la grande particularité, c'est que c'est un projet solo et donc ça, c'était, une grande nouveauté parce que pendant très longtemps, j'ai dit que ce serait jamais pour moi, de faire du solo parce que j'adore partager sur scène avec mes collègues, et que ça me faisait trop peur aussi, et qu'aussi j'avais l'impression que juste la flûte, voilà. Sauf que le juste la flûte, n'est plus d'actualité. Il y a ça et puis surtout, je côtoie depuis de nombreuses années le monde, des danses, folk en bal de musique trad quoi et j'adore ces endroits, ce sont des petites bulles comme ça, de rencontres, où c'est hyper bienveillant, où c'est de la musique live et à force d'aller dans des bals et dans des festivals où je dansais beaucoup, je me suis souvent dit: «S Tiens, qu'est-ce que ça doit faire pour le musicien d'être sur scène pour faire danser les gens?» et pas en format concert, qui est la seule chose que je connaissais et que j'adore aussi. Mais qui est très frontal, enfin les gens sont vraiment là pour t'écouter, ils savent ce que tu vas faire, alors qu'en bal, les gens viennent pour danser. C'est quelque chose qui m'intriguait moi justement, d'un point de vue, musicienne. Qu'est-ce que ça doit faire et quelle énergie ça transmet de jouer pour des danseurs? Comment la danse influence la musique? Comment ta musique influence la danse? Et au niveau rythmique aussi évidemment parce que comme les danses ont des pas bien spécifiques et que les pas, de par leurs amplitudes et de par leurs mouvements nécessitent des tempi spécifiques, si tu te plantes de vitesse, ben en fait la danse va pas marcher. Ou alors ça va amener autre chose, mais enfin voilà et ben, sur mon parcours de découverte, en développant les différentes flûtes, les percussions corporelles, la voix, je commençais à avoir, allez, un peu l'impression d'avoir assez de timbres différents pour raconter quelque chose et puis, j'ai découvert 2 choses. J'ai acquis une loop station, donc ça, c'était un 1 pas. Je savais que ça existait, j'avais déjà vu, mais voilà, j'y avais jamais été confrontée et puis la deuxième découverte, c'est la découverte de la basse au pied qui est, un instrument belge, donc c'est un accordéon à pied, en fait. Voilà, donc c'est le même principe, c'est des anges qui vibrent avec le soufflet et en fait, c'est une caisse rectangulaire comme ça qu'on met sous ses pieds. Il y a des boutons. Quand on appuie sur un bouton, ça ouvre l'ange, ce qui fait que l'air peut passer. L'air qui passe fait vibrer l'ange, le soufflet se rabaisse, hop, la note est finie, tu relèves, tu pas de son et puis tu appuies sur une autre note. Et donc, ben, basse au pied, c'est un instrument, acoustique en fait, qui fonctionne comme ça et qui s'utilise avec les pieds et qui est grave et qui fait des lignes de basse et donc là, je me suis dit: «Ben, en fait, rien ne m'empêche du coup de jouer une mélodie à la flûte par-dessus» et là, je me suis dit que j'avais plus d'excuses pour, pouvoir proposer, un projet solo qui tient la route parce que en musique de bal, il faut quand même qu'il y ait un certain rythme qui soit, présent et un certain volume et une ligne de basse, ça fait toujours du bien aussi. Enfin voilà, si c'était version que concert, je pense que j'aurais pu m'en passer, mais je trouve que c'est un grand plus pour le projet, de bal. Je développe beaucoup, des chants soit qui sont enfin et des morceaux, soit qui sont des airs traditionnels de chez nous, majoritairement de Wallonie, mais aussi un peu de Flandre. Après, parfois, il y a aussi quelques exceptions qui ne sont pas belges, mais majoritairement, soit des histoires qui parlent, de la région d'où je viens, donc le fameux village de Wem et des Hautes-Fagnes. J'ai 2 petites questions pour la fin. La première, c'est est-ce que la pratique du rythme corporel, hem, t'a influencé dans ta manière d'être, que ce soit dans ta personnalité ou dans ton langage non verbal? Je pense qu'inévitablement, il y a quelque chose qui a dû bouger, se déplacer, pour un mieux ou pas, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est différent, ça, c'est certain. J'ai pas senti de d'avant-après, tu vois? Ça n'a pas été flagrant, mais je pense qu'inévitablement, tout ça, me permet d'avoir, une aisance corporelle de plus en plus, grande. Ouais, il y a une espèce de fluidité qui, je pense, se ressent aussi dans la façon dont je joue de la flûte, du coup. En fait, pour moi, c'est en effet des pratiques qui permettent la reconnexion ou d'empêcher la déconnexion avec notre corps, qui est quelque chose,
qui est quand même, fort courant dans nos sociétés ici occidentales et à notre époque où on est fort, ben, voilà, happé par d'autres choses qui ont aussi des qualités parfois, hein, on n'est pas en train de tout rejeter. Mais c'est vrai que cette, conscience du corps, ce rapport au corps, que ce soit aussi, le rapport au physique, à comment on se sent jugé par les autres, le fait d'être dans l'apprentissage d'un instrument qui a une posture ergonomique qui est pas naturelle et qui du coup va peut-être casser un truc, une fluidité et un enfin voilà et je pense que c'est important aussi quand tu dis chez les enfants parce que les enfants, ils ont ce côté naturel, oui et cet émerveillement et cette curiosité et je pense que tout l'enjeu, c'est de cultiver ça pour que ça continue jusqu'à l'âge adulte et jusque même, enfin après. J'ai l'habitude de demander souvent un petit conseil, parce que j'ai toujours espoir qu'il y ait des jeunes, au conservatoire qui nous écoutent, pour leur montrer, tu vois, que nous, les déjà les vieux, leur montrer, enfin, tu vois, la diversité qu'un parcours peut avoir et qu'il y a pas toujours the chemin, tu vois, qui est devant. Et donc, est-ce que, spontanément comme ça, tu vois, tu aurais un conseil à donner, sur un parcours qui n'est que débutant pour l'instant, tu vois? Soyez curieux et laissez-vous surprendre. Il y a que ça de vrai et même si vous découvrez des choses qui ne vous touchent pas, vous serez peut-être, juste admiratif ou admirative de la démarche prise par l'artiste et parfois ça suffit de se rendre compte qu'en fait on peut faire autre chose et ça peut, mettre un vent de liberté et enlever une pression aussi sur le parcours. De se dire qu'en fait, il y a une case par laquelle je suis en train de passer parce que je l'ai choisie, heu et c'est OK si elle me convient pas ou qu'elle me convient pas totalement ou qu'elle me convient totalement, mais c'est aussi OK qu'il y ait d'autres cases et si, je suis pas que dans une case, c'est OK aussi. Merci Lydie. Avec grand plaisir.